Heidegger, le principe de raison, la conférence. Le principe de raison s'énonce. Nihil est sine ratione, rien n'est sans raison. Cet énoncé peut être mis sous la forme suivante. Tout a une raison. Tout, c'est-à-dire tout ce qui de quelque manière est. Omne ens habet rationem. Tout ce qui est réel a une raison de sa réalité. Tout ce qui est possible a une raison de sa possibilité. Tout ce qui est nécessaire a une raison de sa nécessité. Rien n'est sans raison. Dans tout ce qui nous entoure, nous concerne, se trouve sur notre route, nous cherchons des raisons. L'un de nous affirme-t-il quelque chose? Nous en demandons la raison. Nous exigeons que tout comportement soit fondé sur une raison. Souvent, nous nous contentons des raisons immédiates. Parfois, nous en cherchons de plus éloignées. Pour finir, nous nous aventurons jusqu'aux premières raisons ou demandons la raison dernière. Toutes les fois que nous voulons fonder ou approfondir quelque chose, nous sommes déjà en quête d'un fond, c'est-à-dire d'une raison. Ce qu'énonce le principe de raison nous est ainsi familier et, parce que familier, immédiatement évident. Aussi, arrive-t-il que, tout d'abord, ce qu'énonce le principe de raison ne soit pas non plus expressément établi comme principe, encore moins promulgué comme loi. Ce contenu du principe, qui peut être abrégé en rien sans raison, n'est même souvent connu que sous la forme nihil fit sine causa. Rien n'arrive sans cause. Toute cause est sans doute une sorte de raison. Mais toute raison n'est pas productrice au sens d'une action causale. Par exemple, la proposition générale tous les hommes sont mortels contient la raison nous faisant comprendre que Socrate soit mortel. Mais cette proposition générale ne fait pas, n'est pas cause que Socrate meure. Nihil sine ratione, rien n'est sans raison. Telle est la formule à peine expliquée d'un sentiment qui est partout déterminant et auquel nous nous confions pour tout ce qui concerne notre pensée représentative. Néanmoins, dans l'histoire de la pensée occidentale, qui commence au VIe siècle avant Jésus-Christ, il a fallu 2300 ans pour que la représentation familière, rien sans raison, fût posée expressément comme principe, reconnue comme loi, admise dans toute sa portée et délibérément promue à une validité universelle. Pendant cette longue période, le principe de raison était pour ainsi dire en sommeil. C'est à peine si jusqu'à présent nous avons accordé quelques réflexions à un fait aussi étrange, si même nous nous sommes demandé pour quel motif il a fallu à ce petit principe un temps d'incubation aussi incroyablement long. Car c'est seulement au XVIIe siècle que Leibniz a reconnu comme principe fondamental l'idée depuis longtemps courante que rien n'est sans raison et qu'il l'a présenté comme le principe de raison. En ce petit principe, en cette proposition générale, était-ce quelque chose de grand et d'unique qui allait venir au jour? Pendant ce temps d'incubation inhabituellement long, était-ce un éveil inhabituel qui se préparait, le plein jour d'une vieille n'admettant plus aucun sommeil, encore moins une incubation, un sommeil dans le temple? Mais parmi quelles propositions Leibniz range-t-il le principe de raison? Nous l'apprendrons au titre latin qu'il lui donne. La formule rien sans raison, nihil sine ratione, a reçu le nom de principium rationis. La proposition est désormais un principe.
La proposition sur la raison devient une proposition fondamentale. Seulement, elle ne se borne pas à être un principe parmi les autres. Pour Leibniz, elle est un des principes suprêmes, sinon le principe suprême. Aussi rehausse-t-il par des épithètes le principe de raison. Il le qualifie de principium magnum, grande et nobilissimum, le grand et puissant principe, le principe très noble et illustre. En quoi le principe de raison mérite-t-il une pareille distinction? Son contenu pourra nous instruire à ce sujet. Comment Leibniz élève-t-il le nihil sine ratione, le rien sans raison, à la dignité de principe suprême, en montrant comment ce principe fonde toutes les propositions, c'est-à-dire fonde d'abord toute proposition comme telle. Ce caractère du principe de raison paraît au jour dans le titre latin complet que Leibniz donne au principe. Leibniz caractérise celui-ci comme principium randedae rationis sufficientis. Traduisons ce titre en précisant ces différentes déterminations. Le principe de raison est principium randedae rationis. Rationem randere veut dire rendre la raison. Nous formulerons 3 questions à ce sujet. 1. De quoi la raison, qui doit être rendue, est-elle chaque fois la raison? 2. Pourquoi la raison doit-elle être rendue, c'est-à-dire fournie comme telle? 3. À qui ou à quoi la raison doit-elle être rendue? À la première question, Leibniz répond par une remarque brève, mais d'une grande portée. La raison doit être rendue quod homis veritatis rediratio postes, Goethe, Philosophie 7, page 309, parce qu'une vérité n'est une vérité que si l'on peut en fournir la raison. Vérité, et ce point demeure décisif, veut toujours dire pour Leibniz propositio vera, proposition vraie, c'est-à-dire jugement exact. Le jugement est connexio predicati cum subjecto, la liaison du prédicat avec ce dont il est affirmé. Ce qui, en tant qu'unité unissant le sujet et le prédicat, suppose leur liaison, est la base, le fondement, la raison du jugement. La raison justifie la liaison. Elle fournit les comptes établissant la vérité du jugement. Comme se dit en latin ratio, le fondement de la vérité du jugement est représenté comme ratio. En conséquence, Leibniz écrit dans une lettre à Arnaud, à Novray, le 14 juillet 1686, il faut toujours qu'il y ait quelque fondement de la connexion des termes d'une proposition qui se doit trouver dans leur notion. C'est là mon grand principe dont je crois que tous les philosophes doivent demeurer d'accord, et dont les uns des corollaires est cet axiome vulgaire que rien n'arrive sans raison, qu'on peut toujours rendre pourquoi la chose est plutôt allée ainsi qu'autrement. Correspondance entre Leibniz, Arnaud et le landgrave Ernest von Essen-Rehfels, édition par C.L. Grofent, Harnov, 1846, page 49, cf. Gerhardt, Philosophie 2, page 62. Le grand principe est le principium randedae rationis, le principe de la raison qui doit être rendu. Nous en venons maintenant à la seconde question. Pourquoi la raison doit-elle être fournie comme telle? Parce que la raison est ratio, c'est-à-dire compte à rendre.
Si le compte n'est pas rendu, le jugement attend toujours sa justification. Il lui manque ceci, que son exactitude soit établie. Jugement n'est pas vérité. Un jugement n'est une vérité que lorsqu'on indique la raison du lien qu'il établit, lorsqu'on rend la ratio, c'est-à-dire le compte. Une telle reddition du compte a besoin d'une instance à laquelle le compte soit remis et rendu. Nous arrivons ici à la troisième question touchant la ratio randenda. À qui ou à quoi la raison doit-elle être rendue? Réponse. À l'homme, qui détermine les objets comme tels, dans ce monde de représentation qu'est le jugement. Mais représenter, vorstellen, et representare, rendre quelque chose présent à l'homme en le lui rapportant. Or, depuis Descartes suivi par Leibniz et par toute la pensée moderne, l'homme est appréhendé comme moi, et le moi se rapporte au monde de telle sorte qu'il se l'adjoint sous la forme de connexions exactes établies entre ses représentations, c'est-à-dire sous la forme de jugement, et qu'en face de lui-même, il place ainsi le monde comme objet. Jugement et assertion ne sont exacts, c'est-à-dire vrais, que si la raison de la connexion entre sujet et prédicat est fournie, rendue, au moi qui se représente. La raison n'est telle que si est une ratio, un compte relatif à une chose et qui est représenté, rendu à l'homme, et pour lui en sa qualité de moi qui juge. Le compte n'est compte que s'il est rendu. C'est pourquoi la ratio est, en elle-même, ratio redenda. La ratio comme telle est la raison qu'il faut rendre. La raison qui justifie la liaison des représentations est ainsi rendue au moi. Elle lui est spécialement fournie, et c'est seulement par cette raison que la chose représentée en vient à se tenir, qu'elle est assurée comme obstant, c'est-à-dire comme objet pour le sujet qui se la représente. Mais la raison qu'il faut fournir n'admet ainsi les objets qu'à se tenir que si le compte qu'elle rend suffit à assurer les objets. La raison à fournir doit être une ratio sufficiens. Leibniz a observé un jour au sujet du principe de raison, principium rationis, quod dicere soleo nil existere nisi, cujus redipotest ratio existentia sufficiens. Le principe de raison, que j'ai coutume d'énoncer sous la forme rien n'existe de l'existence de moi, une raison ne puisse être fournie comme suffisante. La raison qui, dans tout jugement sur un objet, exige impérieusement d'être fournie, demande aussi qu'elle-même suffise complètement comme raison, c'est-à-dire comme reddition de compte. Suffit à quoi? À amener un objet à tenir parfaitement debout? Parfaitement, c'est-à-dire dans la plénitude de sa consistance, à tout égard et pour chacun. C'est seulement la totalité des raisons à présenter, à fournir, c'est seulement la perfection qui nous garantit qu'une chose est posée solidement, établie, comme objet pour la représentation humaine, que sa consistance est assurée. Seule la totalité du compte, la perfection, garantit que toute représentation, toujours et partout, peut compter sur l'objet et compter avec lui. Rien n'est sans raison. Le principe dit maintenant, une chose quelconque n'est acceptée comme étant que lorsqu'elle est assurée pour notre activité représentative comme objet calculable. En quoi consiste alors la grandeur du principe de raison entendu comme principium magnum, grande et nobilissimum, comme le grand et puissant, très noble et illustre principe? Réponse. En ceci qu'il décide de ce qui peut être reçu comme objet de représentation ou, d'une façon générale, comme quelque chose qui,
est. Dans le principe de raison, on parle de cette représentation à décider de ce que veut dire l'être d'un étant. Quand Leibniz, pour la première fois, pose formellement le principe de raison, dans sa teneur complète, comme un pareil principe, il signifie par là qu'entre-temps la pensée représentative humaine a été réclamée par ledit principe avec force, d'une façon irrésistible, et qu'elle est entièrement soumise à sa puissance. Le principe de raison devient le principe de tout acte de représentation. En d'autres termes, étant complètement soumise à ce principe, la représentation est désormais nettement rationnelle, dirigée par la raison. Car ratio, depuis toujours, ne signifie pas seulement compte à rendre au sens de ce qui justifie, c'est-à-dire fonde une autre chose. Ratio veut dire aussi rendre compte, justifier, au sens de ce qui, par le calcul, atteint une chose, l'établit comme fondée en droit, comme exacte, et par ce même calcul l'assure. Ce calcul au sens large est la manière dont l'homme accueille, entreprend et assume, c'est-à-dire d'une façon générale appréhende, apprend quelque chose. Ratio est le mode de la préhension, c'est-à-dire de la raison. La représentation rationnelle obéit au principe de raison. Celui-ci est le principe suprême de la raison, pour autant que c'est par lui seul que la raison est amenée comme telle à déployer la totalité de son être. Le principe de raison est le principe de représentation rationnelle au sens du calcul qui assure. On parle de fondement rationnel, du fait même qu'à la petite position, à peine pensée comme telle, nihil sine ratione, rien sans raison. Leibniz a donné la forme complète et rigoureuse du grand et puissant principe. L'incubation du principe de raison, en un certain sens, a pris fin. Depuis lors, l'appel qui s'affirme dans le principe développe une puissance jusqu'alors insoupçonnée. Ce qu'elle accomplit n'est rien de moins que ceci. Elle marque du sceau le plus intime, mais en même temps le plus secret, l'époque de l'histoire occidentale que nous appelons les temps modernes. Dans l'histoire de l'humanité, la domination du puissant principe est d'autant plus solidement assise que l'emprise de ce dernier sur toute représentation et tout comportement est plus générale, qu'elle est considérée davantage comme allant de soi et, partant, qu'elle passe plus inaperçue. Telle est aujourd'hui la situation. Demandons-nous donc, nous autres hommes d'aujourd'hui, si et comment nous entendons l'appel qui nous parle par la voix du grand principe de toute représentation. Soutenons-nous la puissance de cet appel? Certes, l'homme moderne, à n'en pas douter, entend cet appel. Il l'entend, Hortz, d'une âme étrangement résolue. Nous voulons dire qu'il se soumet, Horigsvört, à la puissance du principe de raison d'une manière toujours plus prompte et plus exclusive. Plus encore, l'homme d'aujourd'hui court le danger de ne plus mesurer la grandeur de ce qui est grand, si ce n'est à la mesure de la domination du principium rationis. Nous savons aujourd'hui, sans le comprendre encore tout à fait, que la technique moderne nous pousse constamment à conférer à ces dispositifs et produits une perfection totale et aussi haute que possible. Cette perfection consiste en la réussite totale d'un calcul mettant en sûreté sans explication et les objets et le calcul qu'on en fait,
et l'assurance que les possibilités de calcul sont elles-mêmes calculables. La perfection de la technique n'est qu'un écho de l'appel exigeant de la perfection, c'est-à-dire la fondation complète sur raison. Cet appel nous parle par la voix du principium radendae rationis sufficientis, du principe de la raison suffisante qui doit être fournie. Rappelons brièvement les démarches de pensée accomplies jusqu'ici. Elles serviront de transition vers ce qui va suivre. La technique moderne tend vers la plus grande perfection possible. Cette perfection consiste dans la complète calculabilité des objets. La calculabilité des objets présuppose la validité universelle du principe de raison. Enfin, la domination ainsi entendue du principe caractérise l'être de l'époque moderne, de l'âge technique. Et l'humanité en est arrivée présentement au point de se laisser entraîner vers quelque chose qui n'avait pu jusqu'alors se faire jour dans l'histoire. L'humanité entre dans un âge auquel elle a donné le nom d'ère atomique. Un livre récent, destiné à un large public, porte le titre Nous vivrons grâce aux atomes. Le livre est précédé d'un mot d'introduction d'Otto Hahn, titulaire du prix Nobel, et d'un avant-propos du présent ministre de la Défense nationale, Franz Joseph Strauss. À la fin de sa préface, les auteurs écrivent: L'ère atomique peut ainsi devenir un âge riche en espoir, florissant, heureux, un âge où nous vivrons grâce aux atomes. Tout dépend de nous. Sans doute, tout dépend de nous. De nous et de quelque autre chose, notamment du point de savoir si nous suivons encore des voies de méditation. Si d'une façon générale, nous voulons et pouvons encore méditer. Mais si nous devons parvenir à un chemin de pensée, il nous faut avant tout découvrir une distinction qui nous rende visible la différence de la pensée simple, calculante, et de la pensée méditante. Pour apercevoir cette différence, essayons de méditer un sujet restant dans la perspective du principe de raison. Nous commencerons cette méditation en nous décidant enfin à considérer attentivement ce qui se cache dans la dénomination en apparence anodine d'ère atomique. Qu'y a-t-il là de singulier? Pour la première fois dans son histoire, l'homme interprète une époque de son existence historique par la pression d'une énergie naturelle surabondante et par la réussite de sa mobilisation. On dirait que nous manquent déjà les mesures et la puissance de la pensée méditative, indispensable à qui veut sentir ce qu'a d'étrange et d'inquiétant une pareille interprétation de l'époque présente. À qui veut le sentir avec encore assez de liberté d'esprit pour qu'il l'affecte sans cesse et d'une façon toujours plus vive. L'existence de l'homme marquée par l'énergie atomique. Que l'énergie atomique serve à des usages pacifiques ou qu'elle soit mobilisée pour des fins guerrières, qu'une utilisation soutienne l'autre et l'appelle, ces questions demeurent secondaires. Car avant tout, il nous faut pousser notre interrogation loin en avant et encore plus loin en arrière. Il nous faut demander: qu'est-ce que cela veut dire qu'un âge de l'histoire mondiale soit marqué par l'énergie atomique et par sa libération? Nombre d'entre vous ont peut-être leur réponse toute prête et jugeront: ère atomique veut dire règne du matérialisme. Il s'agit donc de s'opposer à la pression des intérêts matériels pour sauver les valeurs spirituelles héritées du passé. Mais répondre ainsi serait se tirer d'affaire par trop facilement.
car le matérialisme est absolument rien de matériel. Il est lui-même une forme de l'esprit. Il ne souffle pas moins fort de l'Ouest que de l'Est. Dans la revue américaine Perspectives, édition allemande, service de vente, S. Fischer Verlag, on peut lire les lignes suivantes. Il est possible qu'à la longue, la perte de quelques valeurs anciennes finisse par influencer le fond d'une civilisation. Mais ce qui importe pour que cette civilisation subsiste au cours des nouvelles générations, c'est que les hommes possèdent, ou croient posséder, ce qui leur est présenté comme valeurs. Les valeurs que sont le revenu, la consommation, l'état social et la culture de masse diffèrent des valeurs définies par la propriété foncière, l'artisanat, la petite ou moyenne propriété industrielle. Et, sous ce rapport, le ton fondamental de la civilisation américaine a complètement changé sous l'influence de la grande technologie. Car la machine elle-même a enlevé à la machine les ouvriers, les employés et les travailleurs indépendants des États-Unis. Elle a déplacé leurs intérêts et changé le cours de leurs énergies, en les détournant de produire des marchandises pour les inciter à gagner de l'argent, avec quoi ils puissent acheter les marchandises et en jouir. Il ressort clairement de ces lignes que le matérialisme est la forme de l'esprit la plus menaçante, parce que rien ne nous donne à changer plus facilement et plus longuement que les dehors séduisants de ces contraintes et violences. C'est pourquoi nous demandons à nouveau, qu'est-ce que cela veut dire qu'un âge de l'histoire mondiale soit marqué par l'énergie atomique et sa libération? Rien d'autre que ceci. L'ère atomique est régie par la puissance de cet appel qui, par le moyen du principe de raison suffisante, menace de nous dominer complètement. Comment comprendre cette dernière remarque? Des quantités gigantesques d'énergie sont libérées par la fission du noyau atomique. La libération de cette énergie naturelle a lieu grâce au travail accompli par celle des sciences de la nature, qui est la plus moderne et qui se révèle de plus en plus clairement comme fonction et comme déterminante de l'essence de la technique moderne. Récemment, encore la science ne connaissait que deux sortes de particules atomiques, le proton et le neutron. Aujourd'hui, on en compte déjà plus d'une dizaine de ces particules. Par de tels faits, la science se voit poussée à ramener à une nouvelle unité la multiplicité éparse des particules élémentaires. Il s'agit d'éliminer les contradictions qui apparaissent continuellement entre les faits observés et les théories construites pour les expliquer. On les élimine en conciliant les propositions contradictoires, et cette opération exige une unité qui relie les éléments en conflit. Or, ce qui soutient et détermine la liaison des représentations dans un jugement, c'est la raison suffisante qui en est fournie. D'où il ressort clairement que l'incitation à rechercher l'unité non contradictoire des propositions et l'impulsion correspondante à mettre en sûreté cette unité proviennent de la puissance de l'appel exigeant qu'une raison suffisante soit fournie pour toute représentation. La domination du puissant principe est l'élément dans lequel les sciences se meuvent, comme le poisson dans l'eau et l'oiseau dans l'air. Goethe nous dit tout cela fort bien dans les deux derniers vers d'une poésie tardive, Saison et journée de Chine et d'Allemagne, 10. Mais la science s'efforce et lutte, chercheuse infatigable, réclamant la loi et la raison, le pourquoi et le comment. Goethe a bien senti que l'effort inlassable de la science, lorsqu'elle suit uniquement, les yeux fermés, l'impatience qui l'entraîne, harasse l'homme et la terre dans leur être le plus intime. Mais Goethe
ne pouvait pas prévoir où conduirait cet effort inlassable de la science moderne, quand celle-ci s'abandonnerait sans réserve à la domination du puissant principe de raison comme à celle de l'unique autorité. Où cet abandon nous a-t-il conduits? À un changement survenu dans le monde scientifique de représentation et par lequel, à vrai dire, les dispositions contenues en germe dans l'être de la science moderne n'ont fait que se développer et s'épanouir. Grâce à la libération d'énergie atomique en quantité gigantesque, la science dirigée par la technique moderne est désormais dispensée de chercher de nouvelles sources d'énergie. Mais libérée de ce côté, elle se trouve aussitôt remise à l'appel du principe de raison. Et la nouvelle servitude est encore plus grave que l'ancienne. Maintenant, en effet, la recherche doit donner à ses efforts un nouveau style et les consacrer tout à maîtriser les énergies naturelles libérées. Que faut-il entendre par là? Il faut entendre ceci. La science doit fournir à l'assurance que l'énergie atomique peut être utilisée et tout d'abord calculée, et cette assurance doit être telle qu'à son tour, elle rende constamment nécessaire la mise en place de nouvelles assurances. Ainsi, croît enfin la puissance de l'appel exigeant qu'une raison suffisante soit fournie. Et, sous cette contrainte de l'appel, s'accuse pour l'homme le trait fondamental de l'existence d'Eisen contemporaine, laquelle recherche partout la sécurité. Soit dit en passant, Leibniz, père du principe de raison suffisante, est aussi l'inventeur de l'assurance sur la vie. Mais le travail qui tend à mettre la vie en sûreté doit sans cesse se mettre à nouveau lui-même en sûreté. Le mot-clé applicable à cette attitude fondamentale de l'existence contemporaine est celui d'information, prononcé et entendu à l'anglo-saxonne. Information désigne d'abord une communication de nouvelles, aussi rapide, complète, claire et abondante que possible, et qui renseigne l'homme d'aujourd'hui sur la mise en sûreté de ses besoins, des quantités qu'il requiert et des sources d'approvisionnement. Il en résulte que la conception qui fait du langage humain un instrument d'information s'impose toujours davantage. Car c'est la définition du langage comme d'un moyen d'information qui seul fournit la raison suffisante sur laquelle repose la construction des machines à penser et des grandes machines à calculer. Mais, en même temps que l'information informe, c'est-à-dire renseigne, elle informe, c'est-à-dire dispose et dirige. L'information en tant que transmission de nouvelles est donc aussi le dispositif qui donne à l'homme, à tous les objets et à tous les fonds, une forme telle qu'elle suffise à assurer la domination de l'homme sur la terre entière et même au-delà de la terre. Sous les masques d'information, le principe de raison suffisante régit toutes nos représentations et caractérise ainsi l'époque présente comme une époque où tout dépend de la fourniture d'énergie atomique. Comme introduction à une pensée médiante, nous avons demandé si l'homme moderne, si l'homme de nos jours entend l'appel qui lui parle par la voix de puissants principes, régissant toutes nos représentations. Nous avons répondu oui et montré comment. L'homme d'aujourd'hui écoute constamment le principe de raison, en ce sens qu'il est de plus en plus à ses ordres. Mais supposons que cette soumission ne soit pas la seule ni la véritable façon d'entendre. Il nous faut alors recommencer à demander si nous entendons l'appel du principe. Observons à présent que nous n'entendons vraiment un appel qu'en nous conformant à ce qui est son message propre. Un message est-il inclus dans l'appel du principe de raison? Et notre oui est-elle tendue d'un côté où parle le puissant principe? Il faut bien avouer que non. En quel sens? Non.
En ce sens, non. En quel sens qu'alors même que nous écoutons et considérons le message du principe, notre attention reste faible et notre perception indistincte. Sous sa forme universellement connue, le principe de raison s'énonce. Nihil est sine ratione. Rien n'est sans raison. On n'a pas coutume d'observer que, dans la formulation courante du principe, le mot est semble aller de soi, et que nous ne lui accordons aucune attention. Pourquoi prêter l'oreille à ce est? Le principe de raison dit tout ce qui est a une raison. Le principe est une affirmation touchant ce qui est. Seulement, une chose qui est, ne nous la percevons comme étant que si nous considérons qu'elle est et comment elle est. Si donc nous voulons entendre véritablement la proposition concernant les temps, il nous faut faire attention à ceci que, dans le principe, rien n'est sans raison. C'est le mot est qui donne le ton auquel tout le reste est accordé. Si nous écoutons ce qui parle proprement dans le principe, en d'autres termes, si nous nous rendons disponibles pour son message, aussitôt le principe sonne autrement. Ce n'est plus rien n'est sans raison, mais rien n'est sans raison. Le petit mot est que l'on dit chaque fois de ce qui est nomme l'être de l'étant. Alors que le mot est, c'est-à-dire l'être, donne maintenant le ton à l'ensemble du principe, la raison elle aussi, comme lui, se trouve accentuée. Rien n'est sans raison. L'être et la raison, qui désormais sonnent ensemble, donnent un accord. Ce qui dans cet accord se fait entendre, c'est que l'être et la raison se tiennent et font corps. Le principe de raison qui rend à présent un autre son dit alors à l'être appartient la raison. Le principe de raison ne parle plus comme principe suprême de toute représentation de ce qui est. Il ne dit plus que tout a une raison. Le principe de raison est maintenant une parole concernant l'être. Il répond à la question que veut dire l'être? Et la réponse est être veut dire fond, raison. Pourtant, le principe, en tant que parole, concerne l'être, ne peut plus vouloir dire que l'être a une raison. Comprendre en ce sens la parole concernant l'être, ce serait se représenter l'être comme un étant. Seul l'étant a une raison, et il l'a nécessairement. Il n'est que parce qu'il est fondé. L'être, au contraire, demeure sans raison, parce qu'il est lui-même la raison, le fond. Pourtant, autant que l'être fonde, lui qui est le fond, la raison, il laisse chaque fois l'étant être un étant. Toutefois, comme Leibniz et toute la métaphysique qui n'ont pas été plus loin que le principe de raison entendu comme principe concernant les temps, la pensée métaphysique, conformément aux dix principes, réclame pour l'être une raison première et elle trouve dans un étant, à savoir dans l'étant maximum, cf. Leibniz 7, page 289. Ainsi tout ce qui est, parce que l'être en tant que raison l'a assigné à l'être, est nécessairement doté d'une raison, car autrement il ne serait pas un étant. Le principe de raison, entendu comme principum randedei rationis sufficientis, n'est donc vrai que parce qu'on peut percevoir en lui une parole qui concerne l'être et qui dit être et raison le même. Nous disons que si cette parole touchant à l'être doit répondre à la question que veut dire être, mais est-ce là répondre que de déclarer être signifie raison? Au lieu de recevoir une réponse, nous sommes rejetés sur une question. Car nous demandons aussi que veut donc dire raison? À quoi ne peut plus rien répondre si ce n'est raison veut dire être. Être veut dire raison.
Raison veut dire être, nous tournons dans un cercle. Un vertige nous prend, et notre pensée ne trouve plus d'issue, car nous ne savons au juste ce que signifie être, et pas davantage ce que signifie raison. Même s'il faut admettre que la parole concernant l'être répond à la question touchant le sens de l'être, cette réponse, jusqu'à mieux informer, demeure pour nous porte close. La clé nous manque. Qui pourrait l'ouvrir et nous faire pénétrer le sens de la parole sur l'être? Maintenant, la simple recherche de la clé est déjà suffisamment difficile et nous entraîne suffisamment loin. Aussi, dans cette conférence, choisirons-nous un autre chemin pour tâcher d'ouvrir au moins une première porte. À qui demanderons-nous de nous accompagner sur ce chemin? Aux poètes dont les vers ont décrit cette pensée représentative qui est soumise à la puissance du principe de raison. Goethe dit de la science moderne: mais la science s'efforce et lutte, chercheuse infatigable, réclamant la loi et la raison, le pourquoi et le comment. Le mais du début du premier vers oppose la science qui cherche à une autre attitude, à un autre comportement, qui n'est plus cet effort incessant vers la raison de ce qui est. Toutes les fois que nous recherchons les raisons de ce qui est, nous demandons pourquoi. Ce terme interrogatif chasse devant lui la pensée représentative, la faisant passer d'une raison à une autre. Le pourquoi ne laisse aucun repos, n'offre aucun lieu de halte, ne fournit aucun point d'appui. Le mot pourquoi recouvre un courant puissant qui nous engage dans un impitoyable et ainsi de suite, et qui, à supposer que la science consente seulement à accepter les yeux fermés toute peine et toute fatigue, l'entraîne si loin qu'elle court le risque d'être, un jour, allée trop loin. La porte concernant l'être raison dit: l'être qui est lui-même la raison demeure sans raison, c'est-à-dire maintenant sans pourquoi. Si nous tentons de penser l'être comme raison, il nous faut revenir en arrière et nous libérer de la question pourquoi. Mais alors, à quoi pouvons-nous encore nous tenir? Dans un recueil de sentences de l'année 1815, Goethe dit: comment, quand, où les dieux restent muets. Tient-on au parce que, ne demande pas le pourquoi. Le pourquoi se développe dans des questions. Comment, quand, où. Il veut connaître la loi, le temps, le lieu de ce qui se produit. C'est en demandant comment le cours des mouvements est réglé d'après l'espace, le temps et certaines lois que la recherche essaie de suivre à la trace le pourquoi de ce qui est. Mais Goethe dit: tient-on au parce que, ne demande pas le pourquoi. Que dit le parce que? Il s'oppose à la recherche du pourquoi, donc à la fondation sur raison. Il se refuse à fonder sur raison et à atteindre par raison. Car le parce que est sans pourquoi, et il n'a pas de raison, étant lui-même la raison. Le mot Grund, fond, raison, signifie qui est situé plus bas, par exemple le fond de la mer, le fond de la vallée, le fond du cœur. Cf. Goethe, sonnet, puissance surprise. Quoi? Qu'il puisse refléter, de niveau en niveau, depuis sa source? Rien ne l'arrête, il court vers la vallée. Le fond est ce sur quoi tout repose, ce qui, pour tout étant, est déjà là et le porte. Le parce que nomme cette présence qui porte et devant laquelle nous ne pouvons rester en arrêt. Le parce que indique l'essence du fond et de la raison. Mais si la parole concernant l'être comme raison est vraie, le parce que veille indique en même temps l'essence de l'être. Mais que veut dire à proprement parler veille? Parce que. C'est une abréviation de William, cependant que. Écoutons parler
un ancien dicton. Il faut bien battre le fer, Vél, qu'il est chaud. Vél ne vaut aucunement dire ici parce que, mais bien cependant que, c'est-à-dire aussi longtemps que le fer est chaud. Pendant que, vilen signifie durer, rester, tranquille, s'arrêter et se tenir là, à savoir en repos. Nous avons de Goethe le très joli vers. Le violon se tait, le danseur hésite et s'arrête. Mais demeurer durant, perdurer, c'est là l'ancien sens du mot être. Le parce que viel, qui s'oppose à toute fondation sur raison et à tout pourquoi, désigne la pure et simple présence qui est sans pourquoi, dont tout dépend, sur laquelle tout repose. Le parce que nomme le fond. Mais en même temps, le parce que viel, au sens de pendant que, die velen, nomme le duré, l'être, parce que nomme à la fois l'être et le fond, il nomme le duré, l'être comme fond, comme raison. L'être et la raison, dans le vil, parce que et pendant que, le même. Tous deux se tiennent et font corps. Le petit principe, rien n'est sans raison, parle d'abord comme le grand principe, comme principium grande. Le principe est grand par la puissance de son appel dressé à toute représentation. Le principe de raison, rien n'est sans raison, parle en même temps comme parole concernant l'être et désigne celui-ci comme étant la raison. Mais c'est seulement parce que la parole concernant l'être est vraie que le principe de la pensée représentative est valide. C'est le principe de raison entendu comme parole concernant l'être qui seul fonde le principe de la pensée représentative. La parole concernant l'être comme fond est capable d'une telle fondation, et c'est par cette capacité qu'elle est impuissante. Elle est grande, mais dans un tout autre sens que la puissance du principe est grande. Entendu comme parole concernant l'être, le principe de raison est grand en ce sens que sa capacité, sa puissance et son amour sont grands. Il est muet sur l'appel impérieux qui exige le pourquoi. La parole très puissante ne contraint personne et ce qu'elle nous dit, c'est simplement le sens du mot être. Et pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de demander pourquoi. Car nous ne pouvons, par un saut, nous évader de l'époque présente, entièrement régie par le principe de raison suffisante qui doit être fourni. Mais il faut en même temps que nous restions attachés au parce que, attentifs à la parole, nous montrant l'être comme raison. Nous ne pouvons éviter de nous plier à la contrainte du principe de la pensée représentative. Mais cela ne nous dispense pas de méditer la grande puissance de la parole concernant l'être. Le principe de raison dit rien n'est sans raison. Désormais, chaque mot du principe parle à sa manière. Dans le principe de raison parle l'appel du principe. En lui parle aussi le message qui concerne l'être. Mais le message est et demeure beaucoup plus ancien que l'appel. Car pendant l'incubation si longue du principe de raison, c'est toujours la parole laissant l'être comme raison qui déjà se dit à l'homme occidental. Sans ce message, il n'y aurait pas de pensée philosophique. Mais sans la philosophie, il n'y aurait pas non plus de science européenne ou occidentale, ni de libération d'énergie atomique. Seulement, le message qui nous parle de l'être comme raison est proféré sans bruit, contrastant ainsi avec la proclamation qui est faite hautement du principe, dans le tumulte que cause aujourd'hui la puissance de son appel et dans l'alarme que celle-ci donne au monde entier. Cependant, qu'il en est ainsi,
C'est aujourd'hui encore qu'au milieu du bruit, on entend le moins, et qu'on est le plus obstiné à ne pas entendre le message qui nous parle à travers le principe de raison. Tout dépend de nous, a-t-on dit. Seulement, ce qui importe n'est pas que nous vivions par les atomes, mais bien que nous puissions être les mortels que nous sommes, à savoir ceux qui se tiennent sous l'appel de l'être. Seuls de pareils vivants sont capables de mourir, c'est-à-dire d'assumer la mort comme mort. Ce qui importe est que nous soyons des gardiens et des veilleurs, veillant à ce que le message silencieux de la parole concernant l'être l'emporte sur l'appel bruyant du principium rationis, en tant que principe de toute représentation. Ce qui importe, c'est que l'appel exigeant impérieusement pour le quoi se plie à la parole très puissante du parce que. Tient en haut, parce que pendant que, et ne demande pas le pourquoi. Cette sentence de Goethe est une indication. Les indications ne demeurent des indications que si la pensée n'en fait pas des affirmations définitives, qui la fixent et l'arrêtent. Des indications ne sont des indications qu'aussi longtemps que la pensée leur fait confiance et les laisse diriger sa méditation. Celle-ci trouve ainsi un chemin vers le point qui, depuis toujours, en même temps qu'il se voile, se révèle à la tradition de notre pensée comme ce qui mérite d'être pensé. Fait partie de ce qui mérite d'être pensé une situation simple et qui peut-être nous est devenue moins lointaine aujourd'hui. Nous la désignons en disant l'être est aperçu comme raison. La raison est interprétée comme ratio, comme compte à rendre. L'homme en conséquence est l'animal rationnel, l'être vivant qui réclame des comptes et qui rend des comptes. L'homme suivant cette définition est l'être vivant qui compte. Compter étant ici entendu au sens large que le mot ratio, d'abord un terme du parler commercial des Romains, prenait déjà ses Cicéron à l'époque où la pensée grecque a été traduite en conception romaine. L'être est aperçu comme raison. La raison est interprétée comme ratio, compte. L'homme est l'être vivant qui compte. Tout cela, à travers les variations les plus différentes, demeure un thème unique, reconnaissable d'un bout à l'autre de la pensée occidentale. Cette pensée, en tant que pensée de l'Europe moderne, a conduit le monde à l'âge présent, à l'ère atomique. En face de cet état de choses, à la fois simple et inquiétant pour l'Europe, nous formulerons une question. Nous disons que l'homme est l'animal rationnel, mais cette définition épuise-t-elle l'essence de l'homme? Le dernier mot qui puisse l'être, dit de l'être est-il? Être veut dire raison. Ou bien l'essence de l'homme, son appartenance à l'être, l'essence de l'être. Tout cela ne demeure-t-il pas encore, et d'une façon toujours plus déconcertante, ce qui mérite d'être pensé? S'il en est ainsi, avons-nous le droit de passer outre à ce qui mérite d'être pensé? Avons-nous le droit de délaisser au profit d'une recherche frénétique qui ne sait que compter, mais dont les succès sont grandioses? Ou bien sommes-nous tenus de découvrir des chemins sur lesquels la pensée puisse répondre à ce qui mérite d'être pensé, au lieu de l'ignorer, envoûtés que nous sommes par la pensée qui compte? Telle est donc la question qui est la question de la pensée qui intéresse le monde entier. De la réponse qu'elle recevra dépendra l'avenir de la terre et celui de l'existence de l'homme sur cette terre.